Bienvenue dans Rencontre de rêve. Aujourd'hui, je vais vous présenter une femme qui non seulement est brillante, mais en plus magnifique. Elle avait un rêve de partir aux États-Unis pour devenir une grande artiste, une star. Et en fait, pendant 10 ans, elle s'est démenée pour ce rêve. Et puis un jour, le choc, elle prend conscience qu'en fait, que ça fait 10 ans qu'elle se trompe de rêve. Ce n'est pas sa vie. Et donc, après une période un peu compliquée de remise en question, de recherche, elle trouve son nouveau rêve. Aujourd'hui, elle est réalisatrice, elle est speaker, elle est aussi activiste. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Leslie Coutran. Leslie, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation ici, dans ce merveilleux lieu qui est le comptoir général. Alors, on va parler de ta vie, de ce que tu fais maintenant. Mais avant ça, on va parler de la première partie de cette vie qui t'a amené à venir nous parler de tout ça ici. Donc, au début, petite, tu étais fan de cinéma. Tu as même voulu devenir une star de cinéma. Raconte-nous. J'ai voulu devenir actrice, en fait. C'était même pas être fan de cinéma. C'était l'image des acteurs qui me faisait rêver. Et je voyais ça à la télé, je voyais ça dans les magazines, et je me disais, mais moi aussi, je veux faire quelque chose où... En fait, je voulais qu'on m'admire, qu'on me voit, ça me faisait... Ouais, c'était ce côté inaccessible, comme si on prouve à tout le monde. Et du coup, je me suis dit, acting, ça marchera. Je faisais déjà du théâtre. J'étais très mauvaise chanteuse, ça n'a pas changé. J'avais pas du tout le profil pour faire autre chose, et en fait, c'était un peu une évidence. Tu es née à Chamonix. Ouais. Voilà, tu as des parents artistes Pas du tout, pas du tout. Ma mère, elle travaille à la mairie de Chamonix, mon père est glaciologue, donc rien à voir. Rien à voir. Ma mère très passionnée par tout ce qui est les plantes, les énergies, choses comme ça, donc dans son petit domaine. Et mon père, du coup, les glaciers, la nature, le climat. J'ai vu quelque part dans une interview que tu avais donnée que petite, tu avais un peu de malaise, tu n'étais pas très bien dans ta peau. Tu peux nous en dire plus Oui, en fait, je pense que tristement, je fais partie des clichés, ce qui est très banal en fait, et qui ne devrait pas l'être. Et en fait, c'est ça le pire, c'est que ça devient une sorte de normalité où entre soit abus ou harcèlement, tout le monde a un petit peu touché à ça malheureusement dans son enfance. Et moi j'ai écopé des deux à la fois, et du coup j'avais beaucoup de mal à me mêler avec les autres, et j'ai développé une sorte de fausse... j'étais une fausse extravertie. C'est qu'il fallait que je m'impose, il fallait que je me montre, il fallait que je sois vue, entendue pour me protéger, dire on ne va pas m'oublier, on ne va pas me faire de mal. À Chamonix, il neige beaucoup, donc en moyenne de novembre à fin mars, au collège, quand les filles arrivaient, les garçons les mettaient à la neige. Ce qui est traumatisant. Et à l'époque, ça paraissait normal. Sauf que quand on grandit en ayant la tête dans la neige à 8 h du matin, avec les cailloux qui vont avec, dans le dos, c'était traumatisant. Donc je passais mes récrés de 10 heures à aller pleurer aux toilettes. Donc il fallait que je fasse quelque chose où j'avais envie d'être tellement admirée qu'on me respectera et qu'on n'osera plus jamais rien faire. Voilà, une sorte de revanche aussi. Voilà, c'était une revanche saine parce que c'était pas leur faire du mal, mais dire voilà, je serai intouchable. Le côté je reprends le pouvoir de ma vie. Alors malheureusement, j'ai pas forcément... je me suis un peu perdue là-dedans. Justement, donc, dans cette idée où à ce moment-là, tu te dis... Voilà, être artiste, comédienne, star de cinéma, je vais reprendre le pouvoir. Tu décides de partir aux États-Unis, tenter l'aventure. Voilà, j'ai commencé en France, après je suis allée aux États-Unis. Mais tu as fait le cours Florent. J'ai fait le cours Florent, après j'ai fait des séries sur France 2, sur TF1. J'étais Julie Lescaut, tu étais un personnage récurrent. J'ai fait 3 saisons, et j'ai commencé aussi à faire pas mal de pubs de cosmétiques, donc j'étais l'égérie d'une marque pendant quelques années. Et tout ça, du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance à Hollywood. J'ai été prise pour un film où, au dernier moment, ils ont décidé de prendre Lindsay Lohan. Mais alors là, c'était vraiment un petit coup dur, mais je suis très contente que ça se soit passé comme ça, en fin de compte, avec du recul. Mais voilà, je me suis retrouvée aux États-Unis. Comment ça se passe quand tu débarques? Je connaissais personne. Ouais, parce que à ce moment-là, tu as un rêve et tu es persuadée que c'est ton rêve. Ouais. Alors, comment on fait? Comment on fait? On prend un billet d'avion, ses économies, on débarque.
Craigslist, colocation. Donc Craigslist, c'est un site pour trouver des colocs ou un peu de tout d'ailleurs sur Internet. J'ai débarqué, j'ai trouvé une colocataire, je me suis loué une voiture et là j'arrive aux États-Unis et je suis quand même quelqu'un qui a énormément de volonté, donc si je veux quelque chose, il faut que ça arrive. Et du coup, j'avais imprimé mes CV, j'avais fait des démos de mon acting avec Julie Lescaut, la série de France 2, les pubs que j'avais fait. Et j'ai fait plein de copies et je me suis dit, très naïve, je vais aller dans tous les studios et je vais déposer ça. Comme ça, ils vont me rappeler, ma vie est faite, ça y est, je me voyais déjà à l'Oscar, la totale. Alors, j'arrive devant les studios, la sécurité, impossible de rentrer. Donc, je me suis fait pote avec un mec de la sécurité de la Warner qui, au bout de quelques jours, parce que j'y retournais tous les matins, m'a laissé passer. Ça, c'était la première fois que j'allais aux États-Unis. La journée, j'étais dans un vieux motel à Santa Monica pour vivre. Et il m'a laissé mettre ma démo dans les boîtes aux lettres. Et le lendemain, je crois, ou 2 jours après, j'ai reçu une réponse de la chaîne CW qui avait fait Gossip Girl à l'époque, qui m'a dit « on veut te rencontrer ». Et j'ai rencontré la patronne des castings de cette chaîne, ça s'est très bien passé. Ils m'ont aidé après à trouver un manager et voilà comment ma carrière a démarré. Plus mon agent français qui essayait de m'aider. Mais c'était vraiment aller toquer aux portes, quoi, dire je suis là. Forcing, y croire, ne pas lâcher. Et après, une fois que tu as trouvé un manager, comment ça s'est passé? Ça a été simple? Oui, manager, le visa, les papiers, je déménage, je commence à passer des castings et j'ai eu quelques petits rôles dans des films. C'était pas des grands rôles, mais j'ai joué avec des personnes que j'admirais, j'ai touché du doigt tout ça, puis j'ai vu surtout mes amis qui, eux, faisaient des films incroyables, des séries. Et plus je voyais ça, et plus je me sentais seule. Et je me suis mise à sortir pour aller dans des soirées, alors un peu de cinéma, les cocktails, les soirées des Oscars. Et à chaque fois que j'arrivais, je ne me sentais pas à ma place, j'étais pas bien, je perdais ma confiance en moi. Je pense que si j'avais vraiment aimé ça se serait passé complètement différemment. C'est-à-dire que plus tu étais avec les gens influents, plus tu faisais des choses, plus tu perdais ta confiance. Ouais. Et puis j'étais pas à ma place, j'allais dans les cocktails, j'aurais tout donné pour être rentrer, parce que c'est sur invitation. Et une fois que j'y étais, j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je me fais chier, je m'embêtais. Les gens me parlaient, je savais pas quoi leur dire. Je savais jamais quoi dire aux gens. J'étais vraiment pas à ma place. Mais pas parce que ces personnes n'étaient pas intéressantes, pas parce qu'elles étaient mieux ou moins bien. C'est vraiment parce que littéralement, je n'étais pas à ma place dans ma vie en fait. T'en avais conscience à ce moment-là? Non. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, parce que ça faisait quand même. À cette époque, j'avais 27-28 ans, ça faisait 28 ans que je me sentais pas à ma place. Et c'était vraiment quelque chose de récurrent. Alors je me suis dit, je fais partie de ces gens qui seront jamais forcément heureux. Je suis optimiste, je suis idéaliste, mais c'est pas pour moi ça. Tu te remettais toi en question plutôt que la situation. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je me remettais en question au lieu de remettre mon environnement que j'avais choisi. Et maintenant, je vois ça limite avec tendresse en fait. J'ai de la compassion parce que ça m'a permis tout ça de maintenant trouver ma place. Voilà. On n'a pas encore parlé de ton tatouage. Tu as un tatouage où il est indiqué 20 octobre 1984. C'est 2014. À 2014, c'était les symboles des 30 ans. Voilà, c'était 30 ans puisque tu es né en 84. Ouais. Ça veut dire quoi, ce tatouage? C'était en fait, j'avais tellement l'obsession de réussir et de devoir être acceptée que je m'étais mis la pression toute seule face à la société en me disant moi je vais faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Et j'ai fait une liste et il fallait que j'ai cette liste, tous les points, check, le jour de mes 30 ans. La fameuse liste. Alors il y avait quoi sur cette liste? Des choses aussi ridicules. C'était énormément de choses matérielles, étrangement. Pas étrange, c'était en fait, et c'était évident dans l'état d'esprit où j'étais. C'était du style, j'aurais la villa avec piscine, je gagnerais tant par mois, je voyagerais dans tel. C'était que de l'objet, du matériel ou des signes extérieurs de richesse, voilà, exactement. Et sur la liste, il n'y avait rien qui touchait mon bien-être, mon bonheur, rien du tout. Et du coup, le jour où j'ai revu cette liste, ma liste de succès, comme je l'appelle, après mes 30 ans, parce qu'évidemment, entre mes 30 ans, je n'ai pas trop... il y avait pas mal de buts non atteints. En fait, j'ai refait la liste donc, un an après, je crois, quand j'ai commencé le documentaire. Et j'ai fait une autre liste ce jour-là. J'ai fait la liste des moments où j'ai été le plus heureuse dans ma vie.
ce qui n'avait rien à voir. C'était sauter dans les vagues à Bali, rencontrer des cultures lointaines quand j'étais au Sri Lanka, découvrir des peuples que je ne connais pas, lire des textes du Dalai Lama, parler d'interconnexion, enfin ça n'avait rien à voir, parler d'amour, ça c'était aussi la première chose dans ma liste, parler d'amour avec tout le monde, avec mes amis, au boulot, enfin n'importe où, il fallait toujours que je parle d'amour. Et en fait, je me rends compte que mon travail maintenant, c'est cette deuxième liste. C'est plus du tout la première. Et il y a une troisième liste, c'était les moments qui me rendent où je suis le plus stressée dans ma vie. C'est toujours lié à la première. Donc là, j'ai dit, il faut un petit peu adapter. Il y a un moment donné, il faut prendre les choses en main. Et faites des listes. Donc en fait, il faut faire les bonnes listes. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que je me bloquais sur des choses à atteindre, créer des choses qui ne me correspondaient pas. J'ai démarré avec la mauvaise liste dans la vie. Comment ça s'est fait justement ce switch entre je suis pas du tout à ma place et mais en fait c'est pas ma place tout simplement? Il y a une période de comme on dit en anglais, on fait face au sol quoi. C'est vraiment au plus bas. J'ai une période très dure. Alors le travail, j'ai trouvé de moins en moins drôle, forcément, parce que je suis pas bien dans ma peau, je vais pas dégager quelque chose de positif, les gens veulent pas forcément me donner du boulot. Moi, je me perdais à me chercher à travers des connaissances, des amitiés, des événements, voilà, l'environnement qui est pas forcément sain. Et puis une relation amoureuse qui a tout remis en question, qui a tout refait ressortir mes blessures d'enfance en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond et que je faisais pas les choses pour moi. En plus, il y a les réseaux sociaux, c'était vraiment le boom d'Instagram il y a quelques années où ça commençait. Aux US, c'est très présent. J'ai commencé à me comparer constamment, à passer des heures, à mettre en scène ma vie, à faire croire. Mes amis en France disaient « Ah, mais ça marche bien, tu t'éclates », alors qu'en fait, j'avais perdu 10 kilos. Ma mère me regardait, elle se mettait à pleurer en me disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» C'était pas du tout la réalité. Tu ne vivais plus que pour le regard, en fait. Exactement. Et toi? Et moi, c'était on met des pansements partout pour garder la tête haute. Et en fait, j'étais déjà la tête très basse, en fait. Et donc, c'est suite à cette relation amoureuse qui t'a fait prendre conscience des choses que tu t'as ouvert vers une autre voie, c'est ça? Ouais, ça a été un des déclencheurs. Et c'était ce besoin de comprendre. Ça faisait des années que je me posais énormément de questions. J'ai grandi en parallèle de cette obsession de devoir quelque chose, de vouloir faire ma carrière d'acteur. J'ai une grande passion pour tout ce qui est lié à la spiritualité, la psychologie, le bien-être. J'ai commencé à faire du yoga très jeune, la méditation j'en fais depuis 15 ans. À l'époque, on me prenait pour une folle, on me disait mais toi tu manges des graines, tu lis le Dalai Lama. Quand j'étais petite, c'était les écrits qui me faisaient du bien. Il y a 20 ans, la méthode Coué. J'ai vraiment baigné là-dedans. Mais pendant des années, oui, c'était des réflexions bizarres, étranges. Alors maintenant, c'est à la mode, donc ça y est, tout le monde fait un peu son coming out avec ça. Et donc, je peux vivre plus en paix. Et du coup, là, je me retrouve à ma place parce que ce qui m'a toujours rendue heureuse devient plus ou moins acceptable, normal, voire même limite branché. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup sauvée, parce que je me retrouvais là-dedans. Je retrouvais mes valeurs. Mais par contre, plus je me retrouvais là-dedans, et plus l'écart se creusait entre le faux moi que j'avais mis en scène et ce moi qui n'avait qu'une envie, c'est de sortir. Et ça a été assez violent parce que j'ai pas eu le courage tout de suite d'accepter ça. J'ai vu ça comme un échec. Je me dis non, le succès c'est pas ça, tu peux pas abandonner, il faut aller jusqu'au bout, toi tu es quelqu'un t'en veux, voilà, les gens ils te voient comme ça. Et d'arrêter, changer d'avis, c'était l'épée de Damoclès, attention c'est la fin, ils vont penser que j'échoue, que je vaux rien, que je suis pas assez et qu'on n'a pas voulu de moi. Donc j'ai eu du mal à l'accepter. Ouais. Qu'est-ce qui a fait d'autre la différence justement? C'est quand, du coup, toute cette passion pour cette spiritualité, ce besoin d'amour aussi que j'avais pour moi et ce besoin d'amour que je vois dans le monde, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur l'amour. D'où, au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être faire un documentaire là-dessus. J'ai une amie qui se posait exactement les mêmes questions que moi, on en parlait énormément tous les jours, toutes les deux. Et au bout d'un an de conversation sur Skype de ça, il faut en faire quelque chose. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, faisons un documentaire. On n'a pas nos réponses. Nous, ça nous apaisera. Si ça nous apaise, ça apaisera énormément de personnes.
au-delà de ça, c'est quelque chose qui est très politique en fin de compte. Et on s'est lancé dans cette aventure, on s'est dit on va faire ce documentaire. Donc c'est un documentaire, ça s'appelle I Love Therefore I Am, j'aime donc je suis. Et de me mettre là-dedans, je me suis dit mais là je suis complètement à ma place. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me rend heureuse. Ça regroupe toutes les parties de ma vie que j'ai cachées et que j'ai pas osé m'avouer être en fait. Et c'est comme si tout d'un coup j'avais enlevé les barrières que je m'étais mise autour de moi, les menottes, enfin, la totale. Et c'est un bonheur, un apaisement qui est tellement énorme qu'on ne peut plus revenir en arrière avec ça. Pour revenir à cette transition, parce que c'est quand même un changement total dans ta vie, tu me disais en préparant cette interview que au moment de cette prise de conscience, à un moment tu as tout arrêté et tu es même allé pendant des mois dormir sur les divans des copains, des copines. Au risque de perdre des amis. Oui, pour le documentaire, en fait, on s'est mis dedans à 100%. Donc financièrement, voilà, c'est plus de revenus qui viennent de la télé ou de la publicité. Faut le faire quand même, de se dire, voilà, j'ai quand même un métier qui m'apporte de l'argent, de la sécurité. Et il faut le faire aussi de se dire, ça fait 10 ans que je cours après un faux rêve. Non, mais oui. Mais maintenant, je me dis, c'est une évidence, c'est que quand j'étais dedans, je ne me suis pas rendu compte des risques que j'ai pris. Bon, ma mère a peu dormi pendant 2 ans. Ouais. Et des fois, elle m'appelle, elle me dit, tu vas finir sous un pont. Je dis, mais non, il y a toujours un ami, maman. Mais oui, c'est de dire non. Et c'est surtout que le documentaire, nous, on parle d'amour, mais l'amour est partout. Donc, on parle d'économie, on parle d'écologie, on parle de relations humaines. Du coup, ce qui me bloquait à cette époque, donc il y a 2-3 ans quand on a commencé, à accepter des contrats publicitaires ou même aller aux auditions pour des produits que maintenant, on va dénoncer. Donc du coup, je me retrouve avec mes seules sources de revenus qui étaient quand même très agréables, on ne va pas le dénier, je gagnais très bien ma vie à un moment donné. C'est fini. Donc c'est le choix. Est-ce que je vais vers ce qui me rend heureuse et en plus respecte qui je suis et mes valeurs, ou est-ce que j'accepte, mais du coup au détriment de quelque chose de plus important. Donc ça, c'était très dur. Du coup, j'ai tout mis dans des cartons, j'ai lâché ma coloc. Je suis partie avec mon chien et voilà, de canapé en canapé, beaucoup d'aide. Pareil, j'ai squatté chez Marine Billet, avec qui je fais le documentaire pendant quelques mois. Après, j'étais chez d'autres amis. Mais c'était assez extraordinaire parce qu'en fait, on voit que dès qu'on est aligné avec ce qu'on aime, tout se passe, mais des synchronicités. J'arrivais dans des restaurants par hasard parce que quelqu'un m'avait invité pour un événement d'un documentaire qui était projeté, très intéressant. Et là, quelqu'un à côté de moi me dit « Ah, mais si, je t'ai pas vu depuis longtemps, ça va ?» Et de fil en aiguille, je me retrouve avec les clés de sa maison le lendemain pour s'occuper des chiens parce qu'elle partait un mois en Afrique du Sud. Et du coup, moi, j'avais plus de logement. C'était que voilà, c'était comme si l'univers me portait en fait. Oui, en disant là, tu as besoin d'aide, pouf, l'aide est là. La vie t'a aidé à ne pas retomber dans ton ancienne vie qui ne te correspondait pas. Et chaque fois, tu as donné la main en fait pour dire allez, tu es sur le bon chemin, continue. Oui, parce qu'il y a des moments de doute, on se dit est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que voilà, jusqu'où ça va aller. Et l'année dernière, j'étais dans cette phase où je me suis dit est-ce que vraiment j'ai pris la bonne direction ou est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je trouve un entre-deux. Et c'est à cette époque où j'ai rencontré mon copain qui tout de suite me dit mais moi je te soutiendrai et puis on est une équipe et voilà, pour l'instant je vais t'aider un peu avec ça et puis tu m'aideras avec mes projets après. Et pareil, ça c'est une chance incroyable. J'ai vu quelque part que vous aviez fait une petite projection déjà d'images que vous avez tournées et que ça a été un moment fort. Tu peux nous en parler? On a fait un TEDx pour parler du projet et c'est vrai qu'en général on a des retours qui sont assez incroyables parce que les gens se sentent tout de suite... c'est comme s'il y a quelque chose qui se réveillait en disant « mais oui, c'est évident ». L'idée derrière le film est tellement simple qu'on l'oublie quotidiennement. C'est quoi cette idée? Voilà, si on ajoutait un petit peu plus d'amour dans notre vie, quelle société se dessinerait? Question la plus simple au monde. Et en même temps, c'est là que dès qu'on se rend compte que dès qu'on commence à apporter un peu plus d'amour à soi, aux autres, toutes nos actions commencent à changer en fait. Et on veut vraiment montrer que la façon dont on vit, ce qu'on ressent aujourd'hui, ça influence nos choix de demain. Tu sais quand il va sortir? Donc là, on est en recherche de financement. On avait fait une campagne de crowdfunding. Voilà. Une campagne de crowdfunding qui nous a permis de tourner le teaser au Népal et en Indonésie. On peut le voir sur ilovethereforiam.com.
Donc moi je t'ai découverte sur un TEDx, Ouais. justement tu parlais de ton expérience, ça m'a vraiment touchée. Justement le fait d'avoir pendant 10 ans couru après un rêve qui n'est pas le tien et tu alertais un peu le public finalement pour dire attention, est-ce que votre rêve c'est vraiment votre rêve? Parce que moi 10 ans de ma vie sont partis, bon tu as appris plein de choses et c'est une expérience aussi, mais justement qu'est-ce que tu penses de ça? Pourquoi on part sur un mauvais rêve, un faux rêve? Mais je pense qu'on est conditionné dès le début par la société parce que quand on regarde vraiment, si on prend quelques pas de recul, quand on regarde la situation, si on était tous à suivre nos rêves, les nôtres, être alignés avec qui on est, être aimant, ça ne sert pas forcément le système. Parce que du coup, on va consommer un peu moins, on n'est pas dans le besoin, on n'est plus dans la peur et on est dans une démarche qui est complètement différente. Donc on est en fait... c'est comme du brainwash depuis l'enfance avec la pub, les médias, les magazines, les séries télé, les films. Moi j'ai grandi en étant fan de Beverly Hills, ce qui paraît anodin et pas du tout dangereux en soi. Et en même temps, c'est très dangereux et c'est très nocif dans le sens où l'enfant va voir que pour être cool, il faut être riche. Pour être bien vu, avoir du pouvoir, il faut être celui à l'école qui a le plus de potes et qui a la popularité. Pour être accepté des autres, il faut être celui qui a la voiture décapotable. Pour avoir l'air de réussir, il faut la villa avec piscine, il faut voyager. Donc en fait, tout de suite, il y a des signaux qui sont, et des choses qui sont imposées à l'enfant particulièrement, où il se dit, pour être valable, en fait, pour avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue, il faut que je fasse tout ça. Or, c'est pas vrai du tout en fait. Et finalement, les gens ont tendance à tomber dans le piège dans lequel tu es tombée, donc tu es très bien placée pour en parler. Et c'est pour ça que tu en parles dans tes... Et puis on se met à poster constamment, le rush des likes, la dopamine. Moi, je me sentais mal, je mettais une photo, quelques heures après, ça allait mieux. Et puis là, on commence à manquer de dopamine parce que ça redescend. Et il faut reposter. C'est comme si on vivait avec un constant besoin de validation du monde extérieur. Et le monde extérieur devient comme un système métrique pour te dire est-ce que tu es vraiment vivant ou pas en fait. Est-ce que tu es bien ou tu es pas bien. C'est un peu le César contemporain. Like, oui. Mais donc, comment on fait aujourd'hui pour être soi? Mais c'est le plus dur. En fait, je pense, pour les réseaux sociaux, moi je suis tout à fait pour les réseaux sociaux. Je pense que la question, c'est pas pour ou contre, c'est comment et pourquoi. Et quand on a compris, qu'on explique à la nouvelle génération, surtout aux ados, que c'est un outil, que c'est un moyen de partager quelque chose. Donc quand on partage quelque chose, on est aussi... Je crois que c'est Stephen Colbert qui a dit ça à Oprah Winfrey dans une interview, qui disait les réseaux sociaux, c'est que du PR, donc public relation, c'est de la pub personnelle ou du fake news. En gros, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Donc une fois qu'on a compris, il n'y a pas de problème. Et finalement, notre besoin justement de ces likes parle de notre besoin d'amour à nous. Ça peut nous révéler des choses et nous aider à y réfléchir. Exactement. Où tu en es aujourd'hui par rapport à toute cette aventure que tu nous as racontée de vie? Quel est le bilan en fait de tout ça? Le bilan, c'est encore plus d'envie. En fait, j'ai l'impression que c'est des boules de neige, toutes les petites passions, les envies, les idées que j'ai, et d'essayer de pouvoir, à travers le temps, les développer le plus possible. C'est l'envie, ce besoin de créer, en fait, de participer et de ne pas participer seul, de devoir le faire en groupe, en équipe. C'est plus ça, en fait. Et de mettre en valeur les messages. Et après, les médias, la forme n'a plus d'importance. En fait, je pense qu'on essaie tous toujours de se mettre des cases. Il y a une génération encore en arrière, on a une ou deux carrières, on vit dans un ou deux lieux en l'espace de 30 ans. Maintenant, les jeunes, ils ont 25 ans, ils ont déjà eu 4 jobs, ils ont habité dans 10 pays et je pense qu'on est amené à faire ce qu'on a envie au moment où on a envie. Et ça m'a appris à ne pas vouloir me fixer sur quelque chose et de dire là, c'est ma vérité aujourd'hui et demain, j'aurai peut-être appris quelque chose qui fera que je dirai peut-être quelque chose un peu différent. Avant de se quitter, quel conseil tu donnerais à nos amis qui nous regardent par rapport à tout ce que tu as vécu? Mais quoi qu'on fasse, je pense qu'il faut savoir est-ce que je le fais pour moi parce que ça me rend heureux et ça m'apaise, ou est-ce qu'il y a un truc qui sert quelque part dans le corps qui me dit que
je le fais pour peut-être autre chose. Et après, s'il y a cette sensation, en fait, explorer ce que c'est. Si c'est quelque chose qui ramène à l'enfance, si c'est quelque chose qui ramène à une situation actuelle ou à l'environnement qui entoure, ou si c'est parce que il y a eu comme une pression de quelque chose de récemment. Donc c'est vraiment essayer de vraiment... et je pense que la méditation aide beaucoup. C'est comme les petites boules de souvenirs là, à New York. On est toute la journée avec tous les petits flocons. Et puis ça fait du bien tous les jours de le laisser poser pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière. Bon, bah merci pour ce conseil. On va méditer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux, parce que tu es quand même un peu dessus. Non, j'y suis. Parce que nous, on veut te suivre maintenant. J'y suis, je passe moins de temps dessus. C'est genre un petit peu à tel moment de la journée et après j'éteins. Sur lesliecoutran.com, donc mon site, et sinon Leslie the Frenchie sur Instagram et sinon sur Facebook on me retrouve facilement aussi. Et bah c'est génial, on va te suivre avec amour et passion. Voilà, et n'aimez pas mes posts si vous n'êtes pas d'accord. Restez alignés. Voilà, bah merci pour cette dernière phrase de conclusion qui est magnifique. On te souhaite tout le bonheur et évidemment tout l'amour du monde. Merci infiniment Leslie d'avoir accepté de partager cette belle expérience de vie avec nous. Merci. Vraiment. Merci infiniment déjà à mon équipe aussi de cœur, Julien Go et Gaël Pahut. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre de rêve. Et d'ici là, croyez en vous, aimez, éclatez-vous et à très très bientôt.